Bonjour et bienvenue pour ce chapitre de physique-chimie niveau seconde. Nous y étudierons les corps purs et les mélanges. Nous allons dans un premier temps rappeler quelques définitions essentielles pour bien démarrer l'année en physique-chimie. Ensuite, nous verrons comment quantifier un mélange en faisant des calculs de proportion et de pourcentage. Puis nous verrons comment identifier les espèces contenues dans un mélange, que ce soit avec des tests chimiques ou bien avec des mesures physiques. Vous aurez donc au cours de ce chapitre deux formules à retenir. Et enfin, nous verrons comment séparer les différents constituants d'un mélange avec des techniques que vous avez pu voir au collège et des nouvelles techniques. Vous pouvez passer d'une de ces parties à l'autre en cliquant sur la partie souhaitée dans la description de la vidéo. Commençons avec une première définition, les entités chimiques. Donc les entités chimiques, ce sont des très petites particules que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. On peut en compter trois. Tout d'abord les atomes, qui sont constitués d'un noyau et d'un nuage électronique. Ensuite les ions, qui sont tout simplement des atomes, qui ont soit gagné, soit perdu un électron sur leur nuage électronique. Et enfin les molécules, qui sont un groupe de plusieurs atomes. Maintenant on va parler d'espèces chimiques quand on est en présence d'un bloc de matière qu'on est capable de distinguer à l'œil nu. Ce bloc de matière il est constitué d'un très grand nombre d'entités chimiques. Donc un très grand nombre d'atomes, d'ions ou de molécules. On peut par exemple penser à l'eau, qu'on peut distinguer à l'œil nu, et qui est une espèce chimique qui est constituée de plein de molécules d'eau. Donc une molécule d'eau, c'est un groupe de deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène. Ou encore le fer, qu'on peut distinguer à l'œil nu, qui est un bloc de matière constitué de plein d'atomes de fer. Donc lorsqu'on va observer un solide ou un liquide, on va dire qu'il s'agit d'un corps pur s'il est constitué d'une seule espèce chimique. Le fer, par exemple, c'est un corps pur, car il est constitué uniquement d'atomes de fer. On parle d'un corps pur simple. Et l'eau, c'est également un corps pur, car elle est composée uniquement de molécules d'eau. On parle d'un corps pur composé. En revanche, lorsque le solide ou le liquide qu'on observe est constitué de plusieurs espèces chimiques différentes, nous allons parler d'un mélange. Concernant les liquides, on peut parler des boissons, qui sont constituées d'eau mélangée avec des sirops, des gaz ou d'autres espèces chimiques. Pour les solides, on peut avoir des mélanges de métaux par exemple. Il est très rare d'utiliser du fer pur dans l'industrie pour construire des voitures parce que le fer il est beaucoup trop lourd. On utilisera plutôt de l'acier. Et l'acier c'est un mélange de fer avec du carbone. Au niveau des définitions, nous avons deux types de mélanges à retenir. Le premier type de mélange, c'est les mélanges homogènes. Donc si un mélange il est homogène, cela veut dire qu'on n'est pas capable de distinguer les différents constituants du mélange. Par exemple, un sirop de grenadine, on sait qu'il y a de l'eau et de la grenadine dedans, mais on n'est pas capable de distinguer l'un ou l'autre. Les deux sont parfaitement mélangés. Pour l'acier dont on vient de parler, c'est pareil, une barre d'acier industriel, on est incapable de distinguer le fer du carbone. On sait qu'il y a les deux espèces à l'intérieur, mais ce n'est pas possible de les distinguer à l'œil nu. Nous n'avons pas encore parlé de mélange gazeux, mais l'air que nous respirons est également un mélange de gaz. Sur l'atmosphère terrestre, l'air est en fait constitué de 21% de dioxygène et 78% de diazote, ainsi que pas mal d'autres gaz dans une très petite quantité, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou autres. Et bien dans le cas de l'air, on peut également parler d'un mélange homogène, puisqu'on n'est pas capable de distinguer le dioxygène du diazote. Le deuxième type de mélange à connaître, c'est le mélange hétérogène. Et cette fois-ci, on dit qu'un mélange il est hétérogène si on peut constater plusieurs phases lorsqu'on observe le mélange. Par exemple, si on observe un mélange liquide d'eau et d'huile, on va bien arriver à distinguer deux phases, une phase d'eau et une phase d'huile. Les deux ne se mélangent pas parfaitement et on est donc en présence d'un mélange hétérogène. Concernant les mélanges solides, on peut penser à une salade de fruits qui est un mélange de plusieurs fruits et on continue bien de distinguer les fraises des raisins ou autres. On peut donc parler d'un mélange hétérogène. On peut aussi penser à un mélange de pâte à modeler de différentes couleurs. Bien que mélangés, on continue d'observer différentes phases ici, une phase verte et une phase orange. Donc nous avons bien à nouveau un mélange hétérogène. Nous avons donc déjà vu quelques définitions à retenir. Les entités chimiques, invisibles à l'œil nu, les espèces chimiques, des blocs de matière constitués de plein d'entités chimiques, les corps purs, lorsqu'il n'y a qu'un seul type d'espèce chimique, et les deux types de mélanges possibles. Voyons à présent un vocabulaire propre au mélange liquide et qu'on va beaucoup utiliser au lycée en chimie. Donc lorsque nous sommes en présence d'un mélange liquide, on doit appeler ça une solution chimique. Il y
y a deux manières d'obtenir une solution chimique, soit on mélange deux espèces liquides entre elles, soit on mélange un solide avec un liquide. Dans le cas où on a mélangé deux liquides entre eux, s'ils se mélangent parfaitement et qu'on obtient un mélange homogène, comme c'était le cas par exemple avec le sirop et l'eau, on va dire que les espèces chimiques eau et sirop sont miscibles. Si en revanche ils ne se mélangent pas, comme c'était le cas avec l'eau et l'huile, on dit que les espèces chimiques ne sont pas miscibles. Dans le cas où pour obtenir notre solution chimique, on a mélangé un liquide avec un solide, le solide on l'appelle le soluté, tandis que le liquide on l'appelle le solvant. Voici donc un petit tableau récapitulatif qui nous permet de revoir tous ces mots de vocabulaire et un dernier important en rouge qu'on va voir maintenant. Si lorsqu'on mélange un solide avec un liquide, les deux se mélangent parfaitement et qu'on obtient quelque chose d'homogène, c'est ce qui se produit par exemple lorsqu'on mélange du sucre avec de l'eau, et bien dans ce cas le soluté on dit qu'il est soluble dans l'eau. Le sucre est soluble dans l'eau. Si on refait l'expérience avec du sable, il ne se mélangera pas parfaitement avec l'eau. Et le sable, on dit qu'il n'est pas soluble dans l'eau. Voilà qui conclut cette partie sur le vocabulaire à connaître et que vous avez éventuellement déjà vu au collège. Passons à présent à la partie quantification du mélange. On va étudier la composition massique, c'est-à-dire on va essayer de trouver dans quelle proportion chaque espèce chimique est présente dans le mélange. Un mélange sera forcément constitué de plusieurs éléments, qu'on peut appeler par exemple A et B. Afin de connaître la proportion de A dans un mélange, il suffit d'appliquer la formule suivante. Proportion de A est égale à la masse de A divisée par la masse totale du mélange. Il faut donc bien connaître la masse de A et la masse totale du mélange pour déterminer la proportion de A. Un petit exemple avec un mélange solide, l'acier. Dans 100 g d'acier, il y a 3 g de carbone mélangés avec 97 g de fer. Quelle sera alors la proportion de carbone dans l'acier? Si on applique la formule, cela nous donne une proportion de carbone qui est égale à la masse du carbone divisée par la masse de l'acier, car l'acier ici est le mélange. On effectue donc le calcul, 3 g divisé par 100 g, et on trouve 0,03. La proportion de carbone dans l'acier est donc de 0,03. Nous avons calculé la proportion, il est à présent possible d'en déduire le pourcentage. En effet, si je multiplie la proportion par 100, j'obtiens le pourcentage. Donc comme j'ai une proportion de 0,03, j'obtiens un pourcentage de 3% de carbone dans mon morceau d'acier. J'aurais pu également vous demander la proportion de fer dans le morceau de 100 g d'acier. À ce moment-là, on aurait une proportion de 0,97 en appliquant la formule. Et si nous avions une proportion de 0,97, alors ça représente un pourcentage de 97%. Si la proportion vaut 1, alors le pourcentage vaut 100%. Nous allons maintenant nous intéresser aux proportions dans un mélange de liquides à travers un petit exercice d'application. Nous avons donc Mélanie qui a voulu faire un cocktail et mélanger pour cela 33 g de cola avec 15 g de rhum et 2 g de grenadine. On veut savoir si elle a bien suivi la recette, sachant que la recette disait qu'il fallait 70% de cola, 26% de rhum et 4% de grenadine. Pour résoudre cet exercice et trouver les pourcentages que Mélanie a obtenus, on va calculer dans quelle proportion elle a mis chaque ingrédient en appliquant notre formule. Mais rappelez-vous que pour qu'on applique la formule, il faut connaître la masse de l'ingrédient et la masse totale du mélange. Donc commençons par calculer la masse totale du mélange. Il y a 33 g de cola, 15 g de rhum et 2 g de grenadine. Cela nous donne un mélange qui a une masse totale de 50 g. Commençons avec la proportion de cola qu'elle a mis en appliquant la formule. On sait qu'il y a 33 g de cola et que le mélange a une masse totale de 50 g. On divise donc la première valeur par la seconde et on obtient une proportion de 0,66. Et on a vu que si on a une proportion de 0,66, cela correspond à un pourcentage de 66%. Donc dans le cocktail, Mélanie a mis 66% de cola, alors que la recette indiquait 70%. Calculons tout de même nos deux dernières proportions pour terminer l'exercice. Donc concernant le rhum, on divise la masse de rhum par la masse totale du mélange pour obtenir 15 divisé par 50, 0,3, soit un pourcentage de 30% de rhum. Et enfin pour la grenadine, 2 divisé par 50, on obtient une proportion de 0,04, soit un pourcentage de 4%. Donc si on compare avec les données d'exercice, on constate qu'elle n'a pas totalement suivi la recette. Pour la grenadine, 4% c'est bon.
Mais pour le rhum, il y en a 30% au lieu de 26, donc un petit peu trop, et pour le cola, 66% au lieu de 70, donc pas assez. Nous en avons terminé avec la partie quantification des mélanges, où il suffit finalement de calculer une proportion avec la formule pour en déduire le pourcentage ensuite. Intéressons-nous à présent à la partie identification d'un mélange. Nous allons voir comment trouver quels sont les composants du mélange. Pour cela, nous avons deux méthodes, les mesures physiques ou les tests chimiques. Nous allons commencer par voir les tests chimiques qui permettent d'identifier certains composants et que vous avez normalement vus en classe de collège. Le premier test de reconnaissance que vous avez pu voir, c'est le test de reconnaissance de l'eau. On dépose une goutte de notre mélange sur de la poudre de sulfate de cuivre anhydre, et à ce moment-là, si la poudre devient bleue, cela signifie que notre mélange liquide contenait de l'eau. On a donc bien réussi à identifier un constituant du mélange, l'eau. Un deuxième test de reconnaissance à connaître, c'est le test de reconnaissance du dioxygène. On recueille un gaz dans un flacon et on y place une bûchette incandescente, c'est-à-dire un bâton fraîchement éteint, encore rouge. Et si la combustion reprend vivement et que la bûchette se rallume, cela veut dire que notre gaz contient bien du dioxygène. Un autre test de reconnaissance à retenir, c'est le test de reconnaissance du dihydrogène. On recueille cette fois le gaz dans un tube à essai et on approche une allumette enflammée de l'ouverture. Si à ce moment-là le tube contient du dihydrogène, on va entendre une petite détonation et il va se former des petites gouttelettes d'eau dans le tube. Enfin, un dernier test de reconnaissance que vous avez pu voir au collège, c'est le test de reconnaissance du dioxyde de carbone. On utilise pour ce test de l'eau de chaux. On peut donc basiquement verser de l'eau de chaux dans un flacon qui contient un gaz, et si l'eau de chaux devient trouble, et qu'on obtient un précipité blanc de carbonate de calcium, alors cela voudra dire qu'il y a du dioxyde de carbone dans le flacon. On va maintenant s'intéresser à l'identification des espèces chimiques via des mesures physiques. Et premièrement, on va s'intéresser à la mesure de la masse volumique, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Si on compare 1 kg de plume avec 1 kg de plomb, on va vite constater que ces deux espèces chimiques, ces deux morceaux de matière, n'occupent pas le même volume. 1 kg de plume, ça va prendre beaucoup plus de place qu'un kilo de plomb. Maintenant, si on prend un volume fixe de 1 mètre cube par exemple, qu'on s'amuse à remplir ce mètre cube de plume dans un premier cas et de plomb dans un second cas, à la fin on va constater que le mètre cube de plume est beaucoup plus léger que le mètre cube de plomb. Car pour un volume déterminé, chaque espèce chimique elle va avoir une masse différente. Un mètre cube de plomb va avoir une masse différente qu'un mètre cube de cuivre ou qu'un mètre cube de fer. Un mètre cube d'eau, il va avoir une masse différente qu'un mètre cube d'alcool ou qu'un mètre cube d'huile. Donc finalement, on dit que chaque espèce chimique elle a une masse volumique qui lui est propre. Et pour calculer cette masse volumique, on doit utiliser la formule suivante. On doit diviser la masse de l'espèce chimique par son volume. Le résultat du calcul, ce sera donc la masse volumique qu'on notera ρ, la lettre grecque ρ, et elle sera différente pour chaque espèce chimique existante. Parlons un peu des unités de cette formule. La masse, petit m, elle est généralement donnée en grammes ou en kilogrammes. Le volume, grand V, il est donné en mètres cubes, mais il peut être aussi donné en décimètres cubes, en litres ou en millilitres. L'unité de la masse volumique, elle va dépendre de ce que vous avez utilisé comme unité pour la masse et pour le volume. Si vous avez divisé des kilogrammes par des mètres cubes, votre masse volumique s'exprimera en kilogrammes par mètre cube. Si vous avez divisé des grammes par litre, alors votre masse volumique s'exprimera en grammes par litre. Et si vous avez divisé des grammes par des millilitres, alors l'unité de ρ, ce sera des grammes par millilitre. Maintenant, en classe de seconde, lorsqu'on va parler de kilogrammes par mètre cube, on va noter cela kilogramme fois mètre puissance moins 3. Il s'agit simplement d'une notation différente qui veut dire la même chose. Et c'est celle qu'on va utiliser au lycée. En mathématiques par exemple, lorsque vous divisez 1 par 10, vous obtenez 0,1. 0,1 c'est 10 puissance moins 1. Si vous divisez 1 par 100, vous obtenez 0,01, soit 10 puissance moins 2. Et si vous divisez 1 par 1000, vous obtenez 0,001, soit 10 puissance moins 3. On peut donc dire que 1 sur 10 c'est égal à 10 puissance moins 1. 1 sur 100 c'est 1 sur 10 puissance 2 et on peut dire que c'est égal à 10 puissance moins 2. 1 sur 10 puissance 3 ou 1 sur 1000 c'est égal à 10 puissance moins 3. Et bien avec les unités c'est la même chose. 1 sur des litres
ça va nous donner des litres à la puissance moins 1. 1 sur des mètres puissance 3, ça va nous donner des mètres puissance moins 3. Si j'avais eu 1 sur des mètres carrés, 1 sur des mètres puissance 2, ça m'aurait donné des mètres puissance moins 2. C'est pour cela que des kilogrammes divisés par des mètres cubes nous donnent la même chose que des kilogrammes fois des mètres puissance moins 3. Que des grammes divisés par des litres, ça nous donne la même chose que des grammes fois des litres à la puissance moins 1. Et en classe de seconde, on doit rapidement se familiariser avec cette manière de noter les unités. Nous avons donc dit que chaque espèce chimique a une masse volumique qui lui est propre. Par exemple, l'or c'est 19,3 kg par décimètre cube, que l'on note en classe de seconde kg fois décimètre puissance moins 3. Cela signifie que 1 décimètre cube d'or va peser 19,3 kg. Regardons un petit exercice d'application. Imaginons que j'ai trouvé un lingot et qu'il ressemble à de l'or. Je souhaite vérifier si c'est bien de l'or pur. Donc pour cela, je vais devoir calculer la masse volumique de mon lingot. Pour calculer la masse volumique du lingot, il va falloir appliquer la formule du cours. Et pour appliquer cette formule du cours, il faut connaître la masse du lingot, petit m, et son volume, grand V. Donc première chose que je peux faire, je pèse mon lingot, il fait 1 kg tout pile, donc mon petit m est égal à 1 kg. Ensuite, je vais chercher le volume, grand V, de mon lingot. Donc pour un objet de forme cubique, rectangulaire, on peut facilement mesurer le volume en multipliant les arêtes. Par exemple, un volume d'un mètre cube, c'est un carré de 1 mètre de largeur fois 1 mètre de hauteur fois 1 mètre de profondeur. Maintenant, si j'ai un volume d'1 mètre de largeur, de 2 mètres de hauteur et d'1 mètre de profondeur, je multiplie les trois arêtes, ça fait 1 fois 1 fois 2. Finalement, ça me fait un volume de 2 mètres cubes. Pour mon lingot, c'est la même chose. Je vais mesurer les trois arêtes et je vais les multiplier entre elles. Admettons donc que je prends ma règle et que je trouve 5 cm pour la largeur, 2 cm pour la hauteur et 8 cm pour la profondeur. Donc mon lingot, il a un volume de 5 x 2 x 8, c'est-à-dire de 80 cm3. Donc attention ici, j'ai trouvé un volume de 80 cm3, mais je veux trouver une masse volumique en kg par décimètre cube, pour pouvoir la comparer avec la masse volumique de l'or qui nous est donnée dans l'énoncé. Il faut donc convertir notre volume en décimètre cube. Et si on utilise un tableau de conversion, vous vous souvenez que pour les volumes, il y a 3 colonnes entre chaque unité. Ainsi, 1 mètre cube c'est 1000 décimètres cubes, 1 décimètre cube c'est 1000 cm cubes, etc. Et donc pour 80 cm3, si je le place dans mon tableau, cela me donne finalement 0,08 décimètres cubes. J'applique donc ma formule en divisant la masse, 1 kg, par mon volume, 0,08 décimètres cubes, et je trouve une masse volumique ρ de 12,5 kg par décimètre cube. Je compare cette valeur avec la masse volumique de l'or pur. 12,5 c'est inférieur à 19,3, donc mon lingot, ce n'est malheureusement pas de l'or pur, c'est probablement de l'or mélangé avec d'autres métaux. Passons à présent à un exercice d'application avec des liquides. Imaginons que j'ai 3 liquides incolores devant moi dans des flacons. Il m'est impossible de différencier les différents liquides, mais je sais qu'il y a un flacon d'eau, un flacon d'acétone et un flacon d'acide sulfurique. J'ai juste perdu les étiquettes. Cependant, chacun de ces liquides, il a une masse volumique qui lui est propre. L'eau, par exemple, c'est forcément 1 g par millilitre, puisque 1 ml d'eau pèse 1 g, 1 litre d'eau pèse 1 kg, etc. En revanche, l'acétone, on sait qu'elle a toujours une masse volumique de 0,784 g par millilitre. Et l'acide sulfurique, il a toujours une masse volumique de 1,84 g par millilitre. De la même manière que tout à l'heure, pour trouver la masse volumique, il va falloir que je connaisse la masse de mes liquides et leur volume. On peut donc mettre les liquides dans un récipient dont on connaît la masse à vide, pour pouvoir retrouver la masse du liquide uniquement. On peut également transvaser ces liquides dans des verreries, comme une éprouvette graduée, pour pouvoir lire leur volume. Donc admettons que je prenne les mesures des masses et des volumes pour chacun de mes liquides et que je les note dans ce tableau. Je trouve par exemple pour le premier flacon, que je note flacon A, une masse de 200 g pour le liquide, sachant que le volume de ce liquide était de 255 ml. Je calcule donc la masse volumique de ce premier liquide en divisant la masse par le volume, 200 divisé par 255.
Cela me donne une masse volumique de 0,784 g par millilitre, étant donné que j'ai bien divisé des grammes par des millilitres. Donc en regardant dans le tableau des données des espèces chimiques, je constate que mon premier flacon, il contenait en fait de l'acétone, car c'est celui qui a la masse volumique correspondante. Je répète mon calcul pour mon deuxième flacon, 505 divisé par 276 me donne une masse volumique, ρ de B, de 1,84 g par millilitre. Mon flacon B contient de l'acide sulfurique. J'aurais pu deviner que mon flacon B allait me donner une masse volumique supérieure à 1, car le numérateur, 505, est supérieur au dénominateur, 276. De la même manière, j'aurais pu deviner que mon flacon A allait me donner une masse volumique inférieure à 1, puisque le numérateur 200 était inférieur au dénominateur 255. Et de la même manière, je n'ai pas vraiment besoin de faire le calcul pour le flacon C, étant donné que si je divise 250 par 250, que le numérateur et le dénominateur sont égaux, je vais obtenir forcément 1. Et mon flacon C contient donc de l'eau, puisque c'est l'eau qui a une masse volumique de 1 g par millilitre. J'ai donc bien pu identifier l'espèce chimique présente dans chacun de mes flacons en utilisant une mesure physique, la masse volumique. Mais la masse volumique n'est pas la seule mesure physique qui va nous permettre d'identifier les espèces chimiques. En effet, chaque espèce chimique, elle a des températures de changement d'état qui lui sont propres. Autrement dit, on va pouvoir identifier les espèces chimiques par rapport à leur température de changement d'état. Par exemple, l'eau, vous savez qu'elle passe de l'état solide à l'état liquide à la température de 0 degré Celsius. Donc si vous avez un glaçon qui se met à fondre à 0 degré Celsius, vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'eau. Pareil, si vous êtes en présence d'un liquide et que vous voulez le chauffer pour le faire évaporer, si l'évaporation se produit aux alentours de 100 degrés Celsius, vous pouvez être sûr qu'il s'agit bien d'eau. Mais ce n'est pas la même chose pour tous les liquides. Si on reprend nos liquides incolores de tout à l'heure, chacun va avoir sa propre température d'ébullition. Si le liquide s'évapore alors qu'on est seulement à 55 ou 60 degrés, alors ce sera forcément de l'acétone. Et si on est obligé de chauffer le liquide jusqu'à 337 degrés pour qu'il s'évapore, alors c'est qu'en fait c'était de l'acide sulfurique. On peut penser également aux métaux. Si on est en présence d'un métal mais qu'on ne sait pas duquel il s'agit, on peut l'identifier grâce à sa température de changement d'état. Si dès que j'atteins la température de 231 degrés, mon métal il commence à fondre, alors c'est qu'il s'agissait d'étain. Si je dois chauffer mon métal jusqu'à 327 degrés pour qu'il fonde, c'est probablement qu'il s'agissait du plomb. Et si à cette température-là il n'a toujours pas fondu et que je dois attendre 1538 degrés pour qu'il fonde, c'est que mon métal c'était du fer. En classe de chimie, on ne va pas vous demander de faire fondre des métaux à 1500 degrés pour les identifier. Mais en travaux pratiques, on peut vous demander d'utiliser un banc aux fleurs. Donc c'est un appareil qui va vous permettre de faire fondre les espèces chimiques jusqu'à une température d'environ 260 degrés à l'extrémité de l'appareil. En réalité, la température augmente d'une extrémité à l'autre de l'appareil. Pour chaque position sur le banc aux fleurs, vous avez une température différente qui est notée sur les graduations. Lorsqu'on a une poudre en travaux pratiques, on la met donc sur une basse température, puis on la décale progressivement vers la droite du banc aux fleurs pour voir ce qui se passe à des températures supérieures. Et si à un moment la poudre commence à fondre, alors on a trouvé la température de fusion qui correspond à cette poudre et on peut identifier de quelle espèce chimique il s'agit. Par exemple, si la poudre que l'on vous demande d'identifier fond lorsque vous approchez de la position 122 degrés Celsius sur le banc aux fleurs, alors cette poudre c'est en réalité de l'acide benzoïque. Si par contre lorsque vous passez votre poudre sur la position 122 degrés elle ne fond pas, et qu'il vous faut la déplacer jusqu'à la position 146 degrés pour qu'elle commence à fondre, alors il s'agissait de glucose. Maintenant vous pouvez tout aussi bien avoir une poudre qui est un mélange d'espèces chimiques. Par exemple, si vous arrivez sur la position 122 degrés et que seulement une partie de votre poudre fond, alors vous savez que votre poudre est un mélange contenant de l'acide benzoïque. Et si vous continuez à déplacer l'autre moitié de la poudre jusqu'à 146 degrés et que c'est à ce moment-là que le reste commence à fondre, alors votre mélange était en fait un mélange qui contenait de l'acide benzoïque et du glucose. Nous attaquons maintenant la dernière partie de ce cours avec la séparation des espèces chimiques. Donc lorsqu'on est en présence d'un mélange, qu'il soit homogène ou hétérogène, on va pouvoir avoir recours à différentes méthodes pour séparer les constituants du mélange. Par exemple, un jus d'orange avec de la pulpe.
pouvez bien distinguer le jus de la pulpe. Donc il s'agit d'un mélange hétérogène avec au moins deux constituants, le jus et la pulpe. Pour séparer ces deux constituants, on peut faire une filtration. C'est une technique assez simple que vous avez pu voir au collège. On utilise généralement un entonnoir et un papier filtre pour retenir une des deux espèces chimiques. Donc dans le cas du jus d'orange, on va retenir la pulpe dans l'entonnoir. Et on ne va récupérer finalement que le jus. La partie qu'on récupère suite à la filtration, on appellera ça le filtrat. Donc ici, le jus d'orange sans pulpe, qu'on recueille à la fin dans un bécher, c'est le filtrat. Une deuxième technique que vous avez pu voir au collège pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène est la décantation. Si on prend par exemple une eau boueuse, donc un mélange d'eau et de terre, au bout de quelques minutes, on va constater que la terre va se déposer au fond du récipient. On aura alors une eau trouble dans les premières minutes, les premières heures, et si on attend plusieurs jours, on va finir par avoir une eau complètement transparente et toute la terre se sera déposée au fond du récipient. On a donc bien réussi à séparer nos deux éléments. Si on veut récupérer l'eau transparente, on peut par exemple faire une filtration. Donc pour la décantation, vous l'aurez compris, il suffit d'attendre que les espèces chimiques se séparent d'elles-mêmes. On peut prendre un autre exemple, plus rapide que l'eau boueuse. Si on prend un tube à essai qui contient de l'eau et de l'huile, qu'on agite, nos deux phases, elles vont entre guillemets se mélanger. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'eau et de l'huile sur toute la hauteur de notre tube à essai. Puis si on attend quelques secondes, l'huile elle va reprendre sa position en haut et l'eau va reprendre sa position en bas. Il s'agit donc bien aussi d'une décantation. Ensuite, si on veut récupérer une des deux espèces chimiques, en l'occurrence l'eau dans ce mélange, on peut utiliser une ampoule à décanter. Alors l'ampoule à décanter, il suffit d'ouvrir le petit robinet et d'attendre que la totalité du liquide inférieur coule dans un bécher avant de refermer le robinet. On se retrouve avec l'eau dans un bécher, puis l'huile qui est toujours prisonnière dans l'ampoule à décanter. On a bien réussi à séparer nos deux espèces chimiques. Maintenant, nous allons voir un montage un petit peu plus compliqué mais intéressant pour séparer les constituants d'un mélange, puisque ce montage il utilise les différentes températures de changement d'état des espèces chimiques. Donc pour cette technique, on place notre mélange liquide, qu'en classe de seconde on appelle une solution chimique, à l'intérieur d'un ballon. On chauffe le mélange jusqu'à ce que seulement un des deux liquides s'évapore. Comme nous avions vu tout à l'heure, chaque liquide il va avoir sa propre température de vaporisation. Et si on a une solution chimique qui contient par exemple de l'acétone qui s'évapore à 56 degrés et de l'eau qui s'évapore à 100 degrés Celsius, et bien en chauffant mon ballon jusqu'à 60 degrés, je vais être sûr de faire évaporer uniquement l'acétone et de garder l'eau dans le ballon. Le reste du montage, il est constitué d'un tube réfrigérant, c'est-à-dire qu'on va récupérer les valeurs d'acétone et les refroidir pour qu'ils retournent à l'état liquide. Ainsi, dans un flacon situé après le tube réfrigérant, on va recueillir l'acétone liquide. Et puisqu'on a réalisé une distillation, le liquide qu'on va récupérer s'appelle le distillat. De la même manière que tout à l'heure, après une filtration, le liquide récupéré s'appelait le filtrat. La dernière technique de séparation que nous allons voir, et qui est assez importante, c'est la technique de chromatographie, que vous voyez en classe de seconde au cours d'un TP généralement. Vous avez ici une plaque chromatographique sur laquelle vous tracez une ligne et vous déposez un peu de chacun des mélanges que vous voulez analyser. Ici par exemple, on va vouloir analyser 5 mélanges, le mélange X, le mélange A, le mélange B, C et le D. On place ensuite la plaque chromatographique dans un récipient qui contient un liquide. Ce liquide, nous l'appellerons l'éluant. Et il faut bien faire attention à ce que l'éluant ne touche pas la ligne de repère où vous avez déposé vos mélanges. Au bout de quelques instants, vous allez voir que votre éluant, le liquide, il va remonter sur la plaque chromatographique par capillarité. Et chacun de vos mélanges, présents initialement sur la ligne de repère, va migrer le long de la plaque chromatographique pour former une ou plusieurs taches à des différentes hauteurs. Lorsque le liquide arrête de remonter sur la plaque, l'expérience est terminée. Et l'endroit le plus haut où s'est arrêté le liquide est appelé la ligne de front. On peut alors passer à la lecture et l'analyse de la chromatographie. Voici donc ce qu'il faut savoir sur une plaque chromatographique. Chaque tache formée correspond à une espèce chimique. Ainsi, le mélange X, il contenait 3 espèces chimiques, puisqu'il s'est formé 3 taches distinctes au-dessus du dépôt X, lorsque l'éluant est remonté.
Si une seule tâche apparaît au-dessus du mélange, comme c'est le cas pour les dépôts B et D, alors en fait c'était pas des mélanges mais des corps purs, puisqu'ils contiennent une seule espèce chimique. Donc le dépôt X c'était un mélange qui contenait 3 espèces chimiques, puisqu'il a formé 3 tâches. Les dépôts A et C, ce sont des mélanges qui contiennent 2 espèces chimiques, puisqu'ils ont formé 2 tâches. Et les dépôts B et D, ce sont en fait des corps purs, puisqu'ils n'ont formé qu'une seule tâche. Maintenant, si deux dépôts forment une tâche à la même hauteur, alors cela veut dire qu'ils ont une espèce chimique en commun. Pourquoi? Car une espèce chimique précise va former une tâche à une hauteur précise. Par exemple, si le dépôt B, qui on le rappelle est un corps pur, si en réalité ce dépôt B c'est de la chlorophylle, alors on va pouvoir dire que le mélange X c'est un mélange qui contient 3 espèces chimiques, puisqu'il forme 3 tâches, dont de la chlorophylle, puisqu'il forme une tache rouge à la même hauteur que le dépôt B, qui était de la chlorophylle. Le mélange A, lui, c'est un mélange qui forme 2 espèces chimiques, et il contient également de la chlorophylle, puisque lui aussi forme une tache rouge à cette même hauteur. C'est aussi à ça que sert une chromatographie, à identifier quelles sont les espèces chimiques qui sont contenues dans un mélange. Par exemple, si on a déposé en D de la xanthophyle et en C un mélange dont on ne connaît pas trop le contenu, grâce à la chromatographie, on va pouvoir dire que notre mélange C, il contient de la xanthophyle, puisqu'il a formé une tache à la même hauteur que la xanthophyle qu'on a déposée en D. Et ce mélange C, il contient également une autre espèce chimique, puisqu'il a formé une tache bleue un peu plus haut. Une dernière chose qu'on peut vous demander de faire en travaux pratiques, c'est par exemple de donner le rapport frontal d'une espèce chimique. Chaque espèce chimique va avoir un rapport frontal. Et pour trouver ce rapport frontal, il faut mesurer les hauteurs petit h et les hauteurs grand H sur votre plaque chromatographique. Donc le petit h, c'est la hauteur où l'espèce chimique elle forme sa tâche, et le grand H, c'est l'endroit où l'éluant s'est arrêté. La chlorophylle, par exemple, va avoir un rapport frontal qui lui est propre. Et pour le calculer, il faut diviser 6,5, la hauteur où on trouve les taches de chlorophylle, par 8, la hauteur où s'est arrêté l'éluant. Et le rapport frontal caractéristique de la chlorophylle, finalement, il est de 0,81. La xanthophyle, qu'on a déposée en D, elle a un rapport frontal de 0,19, puisqu'elle a formé une tache à une hauteur de 1,5 cm, et que l'éluant, lui, il est remonté jusqu'à 8 cm. Donc je divise 1,5 par 8, et ça me donne un rapport frontal de 0,19 pour la xanthophyle. Maintenant, l'espèce chimique qui forme une tache bleue et qui est contenue dans le mélange C, on ne connaît pas son nom, puisqu'on n'avait pas déposé de corps pur faisant une tache à cette hauteur, mais on peut au moins calculer son rapport frontal. Étant donné qu'elle fait une tache à 5 cm, le rapport frontal de l'espèce bleue, il vaut 5 divisé par 8, soit 0,63. Voilà qui conclut notre premier chapitre de physique-chimie niveau seconde. Il est généralement important de faire une fiche de cours pour voir ce que vous avez retenu. Et je vous disponibilise une fiche de cours dans la description de la vidéo avec un petit QCM pour voir si vous avez tout compris. Et il est également impératif de pratiquer, de faire des exercices pour pouvoir réussir ces évaluations. Donc je vous invite pourquoi pas à regarder la vidéo d'exercice corrigé sur les corps purs et les mélanges.